Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et bien entendu du Real Madrid. J'espère que tout le monde va bien. On est le 1er janvier 2025 et on se retrouve de manière symbolique pour le premier avant-match, la première vidéo de 2025. Pour en plus un match qui s'annonce électrique qu'on va détailler ensemble tout au long de la vidéo dans l'analyse tactique comme d'habitude et comme vous aimez bien en tout cas dans ce genre de format. Mais avant tout ça, laissez-moi vous souhaiter, vu qu'on est le 1er janvier, la bonne année. Merci à tous ceux qui m'ont suivi en 2024, bienvenue à ceux qui me suivent en 2025 et je vous souhaite le meilleur dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, les amours, les amitiés, la santé, vos passions, vos projets, etc. Réussissez tout les amis, vous avez la grinta en vous pour tout réussir et tout casser cette année. N'oubliez pas, ce n'est pas le 1er janvier qu'on prend des bonnes résolutions, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois qu'on fait les efforts pour atteindre nos rêves, nos objectifs et pour tout exploser. Et comptez sur moi pour vous montrer l'exemple, pour vous partager ma passion, vous le galvaniser avec encore une belle fin de saison qui nous attend, une deuxième moitié de saison épique qui nous attend pour le Real Madrid, en espérant qu'on ait beaucoup de succès avec notre club de cœur, évidemment, mais j'espère surtout qu'au niveau personnel, vous comme moi, on atteindra tous nos objectifs. Et donc comptez sur moi pour égayer votre quotidien comme d'habitude, grand sourire, dynamisme, tout ça, et kiffer entre fans de football. Et d'ailleurs au passage, les amis, avant l'analyse tactique, faites-moi un beau cadeau de Noël, faites-moi un beau cadeau de 2025. Vous le savez, l'objectif cette année, c'est les 100 000 abonnés. À l'heure où je vous parle, on est 92 247 sur la chaîne, entre fans du Real, du Barça, de football simplement, qui ont rejoint la chaîne quand je parlais d'un peu d'autre chose que du Real Madrid. Là les amis, objectif 100K, je les ai déjà sur ma chaîne manga animé Alexandre que vous connaissez peut-être. Là l'objectif c'est de l'avoir sur la chaîne football et pourquoi pas après d'aller encore plus loin en vous proposant plus de concepts variés, plus qualitatifs que j'améliore grâce à vos retours et vos commentaires que j'écoute bien sûr pour améliorer les vidéos. Et surtout, merci à tous ceux qui me soutiennent car là je compte aller beaucoup plus loin grâce à vous et surtout qu'on puisse créer de belles choses ensemble et profiter encore pendant des années de parler du Real et de football, chose qui nous réunit tous ensemble. Et je vous ai partagé aussi mon compte Instagram juste en dessous, AlexandreYT07, t'as les liens en description pour que tu puisses parler avec moi de football, de manga, d'anime ou ce que tu veux en dehors des vidéos. Et merci à ceux qui m'ont rejoint en tout cas depuis la dernière fois où j'ai partagé mon compte, ça fait plaisir de voir que autant sur YouTube que ailleurs, bah vous aimez bien me parler, vous aimez bien mon contenu, ça fait plaisir. Enfin bref, pour commencer cette belle année 2025, on espère bien sûr que le Real ramènera les 3 points dans un match en retard qui peut nous permettre de prendre le large sur Bilbao et le Barça, de continuer la course en avant sur l'Atlético qui on l'espère tomberont eux durant leur match en retard, qui devront aussi jouer de leur côté. Mais en attendant, on sait que Valencia-Real Madrid, c'est des confrontations historiques en Liga. Que ce soit Real-Barça, Real-Atlético, Real-Bilbao, qui sont bien sûr encore plus au-dessus en termes d'importance, de symbolique et ce que tu veux. Valencia, c'est un monstre du football espagnol ce club, c'est un dinosaure du foot espagnol qui a accompli de très belles choses au niveau européen également, qui a un bon palmarès en tout cas comme club malgré la concurrence, qui a connu de très grands joueurs, de très grands entraîneurs aussi, mais qui maintenant traverse une période de résultats catastrophique. On va tout aborder bien sûr dans la vidéo, mais peu importe que ce soit un excellent Real Madrid, un mauvais Real Madrid, un excellent Valencia ou un mauvais Valencia, l'historique des confrontations, là je vous ai mis je crois que les 10 et quelques derniers matchs, mais sur l'ensemble des résultats Real-Valence, c'est plutôt correct. Franchement, Valencia, surtout chez eux à Mestalla avec leur public et leur façon de jouer assez dur en tout cas et se galvaniser devant eux, c'est très compliqué d'aller prendre des points là-bas. Le Barça a gagné cette année seulement 2-1 avec un match très compliqué, dans la période où Valence n'était pas forcément encore en train de couler, mais là où ils sont en pleine crise et tout, avec un changement d'entraîneur, etc., Valencia vont être très chiants à jouer. Et tu vois, le dernier 2-2, vous vous en rappelez, celui de l'an dernier, celui où l'arbitre a sifflé en plein milieu de l'action, on a fait une remontada d'un 2-0 perdu là-bas, on était en train de remonter à 2-2 puis 3-2, il a sifflé pour annuler le but, chose honteuse, il y avait Vinicius qui avait mis un doublé et qui avait subi du racisme avec en plus le point levé contre l'injustice et le racisme, et tu vois, Valencia, c'est un club que j'adore de base. C'est une ville que j'adore de base, que j'adore visiter. J'ai des cousins qui habitent là-bas, tout comme à Séville et tout. Mais sauf que le problème, c'est que autant c'est un grand club historique d'Espagne, autant pour leur racisme et tout, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on les tabasse là-bas pour se venger du 2-2 de l'an dernier qui était injuste, même si on a fini champion derrière, et de l'autre côté, pour leur racisme, ils méritent de descendre en deuxième division. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, le racisme, c'est tolérance zéro. Peu importe qui tu es, de quel pays tu es, de quelle origine tu es, si tu es raciste envers quelqu'un d'autre, tu dégages. C'est clair et net en fait.
Ça n'a pas sa place dans l'humanité, ça n'a pas sa place dans le football. Peu importe contre qui c'est et de qui ça vient, le racisme c'est zéro. Et j'espère que vous êtes tous d'accord avec ça, sinon il y a quand même un problème. Donc Valencia, pour parler plutôt football, 19ème de Liga, un match en moins tout comme nous. Ils sont à 3 points d'être premier non relégable ex aequo avec l'Espagnol Barcelone, avec seulement 2 victoires, 6 nuls et 9 défaites. 16 buts marqués, donc moins d'un but marqué par match joué, et en plus de ça, 26 encaissés. Donc ils font partie des défenses, on va dire, dans le ventre mou du nombre de buts encaissés, mais globalement une série catastrophique. Catastrophique. Mais aujourd'hui, le Real ne doit pas prendre non plus ce match à la légère. Parce qu'on connaît le Real Madrid, d'après vacances de Noël, qui a bien profité des fêtes, qui a le bide comme ça, qui a bien mangé, qui s'est bien reposé, qui a du mal à repartir de l'avant en général pour le premier match ou les 2 premiers matchs de début janvier qui nous ont fait perdre beaucoup de Liga comme ça et beaucoup de points. Là, on a quand même des retours de blessures qui font du bien, des retours de suspension qui font du bien, comme Vinicius qui n'avait pas joué contre Séville, qui va revenir en forme et motivé. Des joueurs comme Mendy qui vont revenir, comme je sais plus d'autres qui étaient blessés qui devaient revenir, mais en tout cas qui vont revenir. Et ça fait plaisir. Mais le Real Madrid, comme je vous l'affiche ici, va avoir 7 matchs minimum à jouer au mois de janvier. 9 si on va avec un tour de plus en Copa del Rey, parce que là c'est les 16e de finale contre une D3, mais si on gagne, on sera du coup en 8e de finale par ici, contre une autre équipe forcément, alors cette fois-ci sûrement de Liga, à moins qu'il y ait une surprise encore, une équipe de D3, et qu'on ait la chance de tomber dessus, mais sinon il y a aussi la Super Coupe d'Espagne à jouer, qui n'apparaît pas dans le tableau, bizarrement si, contre Mallorca, pardon, et après tu as la finale qui peut apparaître contre le Barça ou Bilbao, dans les alentours du 11-12, un truc comme ça. 12-13 même. Mais globalement, on a 9 matchs potentiels à jouer ce mois-ci, avec forcément un trophée à aller chercher et un autre, on peut continuer de grappiller des échelons, mais surtout le plus important, au-delà de la Super Coupe d'Espagne, qui mettrait un coup derrière la nuque au Barça pour qu'on leur enlève un trophée, et que nous on en prenne déjà un 3e en cette saison, c'est d'aller chercher plus de points possibles en Liga contre des équipes largement accessibles, Valence, Las Palmas, Valladolid et bien sûr l'Espagnol Barcelone. Normalement, mais si l'Espagnol Barcelone c'est début février, donc je le compte quand même ici, c'est quand même 4 matchs, 4 victoires à faire, d'affilée, et je veux pas un seul problème. Et Salzbourg et Brest, c'est victoire obligatoire pour se classer le mieux possible en Ligue des Champions. Donc on a 2 gros matchs à faire en Ligue des Champions, le reste en Liga, puis en Copa et en Super Coupe. Là l'objectif c'est vraiment de se mettre en confiance, de montrer à tout le monde qu'on est de retour, que petit à petit on s'approche d'un pic de forme important et qu'on peut les exploser, tous autant qu'ils sont. Et là on n'a pas un calendrier non plus contre de grosses équipes. Hormis la finale de Super Coupe d'Espagne, qui est potentiellement jouable si on bat Mallorca, il n'y a aucun gros morceau à aller taper, tu vois. Valencia, comme je t'ai dit, ils ont gagné que 2 matchs. Ils ont gagné contre Betis Séville 4-2, mi-novembre, enfin même fin novembre, et en début de saison, donc fin septembre, 2-0 contre Gérone, qui fait pas non plus une grosse saison, tu vois. Donc il y a quand même une équipe de Valencia qui a gagné ces 2 matchs à domicile, donc c'est quand même aussi un symbole qu'à domicile ils sont meilleurs qu'à l'extérieur, mais quand tu vois le bilan global, 3-0 perdu à la Sociedad, des 1-1 contre les Ganes, contre Etafé. Forcément, les défenses qui savent être regroupées, ils n'ont pas les moyens techniques de les surpasser. Derrière, ils ont perdu contre Mallorca qui fait une belle saison. Le Rayo qui fait une belle saison, les ont battus chez eux. Tu vois, ils ont perdu à Valladolid. Ils ont fait 2-2 récemment contre Alaves et 1-1 contre l'Espagnol Barcelone. Ils sont des concurrents pour la descente avec eux. Ils ont perdu 3-0 à l'Atlético. 2-1 contre le Barça, on l'avait déjà dit. 1-0 à Bilbao, tu vois. Donc ils arrivent quand même, mine de rien, à tenir tête par moment à des équipes importantes. Mais ça finit par pêcher. Ils n'ont pas la capacité de marquer. Et dès qu'ils prennent plus de 2 buts, c'est terminé. Et tu vois, la preuve. Leur meilleur buteur, c'est Hugo Duro, l'ancien du Real Madrid, Real Castille. 4 buts, une passe D. Diego Lopez, milieu de terrain ailier, potentiellement, ou deuxième attaquant, 3 buts de passes décisives. Et le reste, ça se tarit très vite. Ils n'ont pas de joueurs aujourd'hui très créatifs, pas de joueurs très percutants, ils n'ont pas de joueurs extrêmement intéressants à la finition. Et du coup, même s'ils génèrent quand même pas mal d'occasions, avec en moyenne à domicile 11 tirs,6 par match, garde, c'est que 12 buts à domicile. 8 matchs à domicile, 12 buts, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Donc tu vois qu'aujourd'hui, même à domicile, ça galère, tu vois. Et ils ont même pas la possession en moyenne. Ça montre qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui souffre, une équipe qui a du mal, qui a viré Balaja, qui était un joueur extrêmement beau à avoir joué à l'époque à Valencia et en équipe d'Espagne, un entraîneur qui avait une philosophie intéressante, mais qui n'a pas l'effectif pour avoir
appliquer toutes ces idées. Et aujourd'hui, c'est Carlos Corberán qui arrive avec notamment un passé de manager où il s'est fait virer de l'Olympiakos après seulement 11 matchs. Il a beaucoup traîné, surtout dans les sélections, enfin pas les sélections, mais les deuxièmes championnats, troisième championnats anglais, que ce soit quand il était manager assistant ou manager tout court. Et aujourd'hui, ben, à part à West Brom, où aujourd'hui West Brom, il les a quittés, ils étaient 8e de championship, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il n'a pas non plus cette capacité à transfigurer ses joueurs, à les faire progresser de fou. Et en tout cas, il fait pas mieux que ses prédécesseurs quand il a pris le poste, tu vois. Donc aujourd'hui, on a une équipe aussi de Valencia, qui est assez neutre au niveau des marchés et des transferts, qui a perdu 12 joueurs, qui en a ramené une dizaine à peu près, et qui a récupéré des prêts comme Hugo Gonzalez, comme Georgie notamment, tu vois, Mamardashvili, tu vois. Mais sinon, le reste, c'est beaucoup de joueurs achetés pour rien du tout, ou voire que des prêts, ou arrivés libres. Et franchement, c'est une équipe aujourd'hui, Valence, qui n'a plus d'argent, avec les Chinois qui ont pris le pouvoir depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui sont ruinés. Ils ont ruiné le club. Et c'est quand même beaucoup dommage, parce qu'ils avaient un effectif, Valence, on se rappelle à l'époque, c'était le haut niveau du panier, ça jouait les Coupes d'Europe, ça faisait peur au Barça et au Real à chaque fois, et franchement, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Là, c'est leur composition du dernier match contre Alaves, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ravi Guerra, très bon joueur. Hugo Duro, très bon joueur. Diego Lopez, très bon joueur. Dani Gomez, avec Pepe Lou, qui peuvent rentrer faire des différences plutôt pas mal. Barrenechea, qui avait joué, je crois, à la Sociedad, qui est pas mauvais. Mais voilà, c'est des joueurs juste moyens, pas mauvais. Mais pas des très grands joueurs. Et Valencia aujourd'hui ne forme même plus beaucoup de bons joueurs. Et malheureusement stagne au niveau sportif. Et propose, que ce soit défensivement ou offensivement parlant, énormément de problèmes. Là, contre Alaves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, je vous donne en mille. Et je pense que là, vous avez compris ce qui s'est passé. Je vous mets ça un petit peu. J'ai un petit peu envie de vous questionner pour une fois. Vous pouvez pas forcément me répondre en direct à la vidéo, mais juste pour que ce soit un peu interactif, un peu sympa. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 minutes de jeu sur cette occasion-là? On voit quand même que la défense de Valence, que ce soit ici, ici, ici et là, ils sont tous mal placés. Lui, il est positionné à 5 mètres du joueur adverse qui est sur le point de centrer dans la surface. Lui, il regarde même pas son vis-à-vis ici pour une passe en retrait. Lui, il est placé au milieu mais il prend personne. Lui, il regarde l'action se faire et il revient pas. Et le numéro 20, il regarde même pas dans son dos voir s'il n'y a pas un attaquant qui arrive. Bah, je vous donne en mille. Centre en retrait pour le joueur qui est juste ici, qui a avancé sur le contrôle parce qu'il s'est même permis de contrôler dans la surface. Et il a marqué à bout portant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, c'est pareil. On a une défense qui n'est pas du tout attentive, avec en plus un joueur qui arrive. Et là, le joueur de Valencia, désolé, c'est un petit peu... Avec le screen fait en temps réel, c'est un petit peu brouillé. Mais en gros, le défenseur, au lieu de gêner l'attaquant, il a taclé. Il a taclé avant même qu'il ait la balle. Ce qui fait qu'il y a eu quoi? Penalty. Une défense qui est inexpérimentée. Une défense qui est un peu trop impulsive et surtout qui fait des erreurs. Mais de marquage de zone, de marquage individuel, d'agressivité... C'est des problèmes que tu n'as pas en pro normalement. Et eux, ils l'ont à tous les matchs. Je vous montre que des exemples ici. Mais ça se répète à tous les matchs, parce que je les ai quasiment tous vus, les matchs de Valence. Et tous les résumés. Là, ici, autre problème, ils sont 3 pour un mec qui a juste eu à décaler la balle au numéro 7, qui s'est retrouvé tout seul à faire un contrôle ici, et après il la met sur la barre. Mais tu vois quand même qu'ils étaient 1, 2, 3 bleus dans la surface, pour 3, 4 joueurs de Valence, proches de la surface ou dedans, mais 3 sur le même, c'est pas normal. Il n'y a même pas un mec placé ici au cas où il y a une balle qui vient. Les défenseurs s'absorbent entre eux, sont absorbés par le ballon et montrent une certaine, comment dire, un manque de confiance, un manque de coordination, un manque d'envie et surtout un alignement catastrophique. Regarde ça, depuis quand tu défends en diagonale comme ça? C'est pas possible. Sur un seul ballon long, l'action elle est allée jusqu'à une frappe qui n'est bien sûr pas rentrée, mais c'est problématique. Quand tu vois que derrière Valence, ils n'arrivent plus, comme je t'ai dit, à avoir la possession. Ils n'arrivent plus à repartir proprement de derrière. Ils font beaucoup de longs ballons par-dessus la défense en espérant que Hugo Duro ou que les autres arrivent soit à la dévier, soit à avoir la balle en pleine vitesse et tout. Mais c'est très rare. Et à part des buts des fois un peu chanceux où la balle elle vient, elle est un peu contrée, ça arrive sur l'attaquant, il marque à bout portant. Le gardien l'autre jour il était sorti contre eux, penalty mais c'était un petit peu léger, ils ont quand même pu récupérer un point comme ça. Mais tu vois, eux ce qu'ils aiment beaucoup faire surtout c'est des centres parce qu'ils font beaucoup de centres Valencia par rapport à d'autres équipes de Liga et ils centrent beaucoup dans le dos et au second poteau. Et nous, les centres en général, sur les buts de la tête qu'on prend, ou souvent dans notre dos, comme ça arrivait dans le cas de Vasquez, de Mendy, de Fran Garcia par exemple, ou de Tchouaméni, c'est un peu notre point faible. Et donc c'est pour ça que Valencia, sur les transitions et les centres, va falloir vraiment faire très attention. Parce que eux, combinés
et faire du beau football, là ils savent plus faire. Mais par contre, avec un nouveau coach qui aura peut-être de nouvelles idées, qui va les galvaniser, et les joueurs peut-être qui voudront renverser la hiérarchie avec un nouveau coach, bah peut-être qu'ils vont avoir plus d'envie. À Mestalla aussi. Donc peut-être qu'au niveau du pressing du jeu, là Valencia, pas forcément avec un coup de baguette magique, parce que c'est pas en 10 jours que le coach pourra faire des miracles et changer de tout au tout l'attitude des joueurs, mais on sait qu'en général un nouveau coach, ça peut impulser quelque chose. Et galvaniser à Mestalla, surtout si imaginons ils ouvrent le score pour la nouvelle année et contre le Real Madrid en plus, avec qui ça se passe pas forcément très bien. Pour peu que Mestalla, ils font des cris racistes sur Vinicius, sur Rodrigo, sur Mbappé, sur les autres, pour les sortir du match et les énerver, on peut avoir un match très dur, très rythmé, avec beaucoup de fautes. Et en plus, si on subit l'ouverture du score, ça va être très compliqué. Tu vois encore ici, centre second poteau, reprise de volée, but, c'est ce qui leur a permis de gagner un point. Donc tu vois, c'est une équipe Valencia qui est hargneuse, qui jouait à l'époque un très bon football, et là qui va vouloir se revendiquer pour sortir de la zone de relégation, qui vont profiter de ce match en retard pour essayer de gratter des points et se remettre en bonne position pour lancer ensuite un cycle. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe en face qui va être certes diminuée, qui est tactiquement, techniquement, physiquement moins bonne que nous, avec des joueurs beaucoup moins athlétiques, beaucoup moins récupérateurs, beaucoup moins bons pour traiter le ballon, mais qui vont être hargneux devant un bon public, qui vont nous pousser à bout, qui vont s'en foutre qu'on les ait soutenus quand ils ont eu les inondations, quand ils ont eu tous les problèmes qui ont fait reporter le match. Le Real Madrid a donné de l'argent, a été grand prince, a envoyé de l'aide, etc. vers eux, mais les gens en général, ils oublient très vite, tu vois. Et on va pas compter sur leur générosité, sur leur bienveillance contre nous, évidemment, parce qu'ils s'en foutent de nous, tu vois. Et c'est pour ça que moi, là, pour la planification du match, moi, les clés du match que je vois bien, c'est bien sûr jouer exactement si possible le même match contre Séville avec du football, du rythme, du pressing, les assassiner en contre, leur montrer c'est qui les patrons, imposer un rythme et surtout les empêcher d'avancer un maximum, les pousser à reculer comme on l'a fait contre Séville qui n'arrivait plus à combiner, qui n'arrivait pas à sortir de notre étreinte, qui subissait les assauts de Bellingham, de Valverde, de Rodrigo, de Kylian et tout, de Brahim, et tu vois, on leur avait fait la misère. Et j'espère que en concrétisant les occasions assez rapidement comme on l'a fait contre Séville, à la première mi-temps, on peut tuer le match. Et après, bien sûr, ne pas se relâcher comme on l'a fait contre Séville avec les 2 buts encaissés qui, certes, étaient encore loin de nous remonter, mais c'est quand même des erreurs à pas faire pour garder la confiance et en plus pouvoir faire tourner éventuellement si Ancelotti est dans un bon jour. Moi, je vois bien la composition à gauche ici, un 4-3-3 avec le retour de Ferland Mendy notamment de blessure, Tchouaméni, Rudiger, Lucas Vazquez, Courtois comme d'habitude, Valverde, Bellingham et Camavinga qui retrouveraient un poste de numéro 6 pour justement apporter relance, apporter intensité, apporter physique au milieu de terrain, avec Valverde qui sera reposé des vacances, Bellingham pareil, et qui pourront tout donner en tout cas aujourd'hui à plein régime, Rodrigo, Vinicius, Kylian, parce que c'est les 3 en forme, avec aussi Brahim qui pourrait être titulaire pourquoi pas, mais pour l'instant je pense qu'Ancelotti il a ses préférences, et pour moi les 3 là ils doivent faire un gros match, tu vois, ils doivent faire un gros match et nous faciliter la vie avec des buts, des combinaisons, des permutations, ne pas jouer perso, et vraiment apporter du football cohérent, défendre en tout cas contre une belle équipe aussi en face qui va pas hésiter à nous pousser à bout. Et sinon, tu as aussi une autre option que j'ai mis en bas à droite, c'est Camavinga qui pourrait rester arrière gauche pendant une partie du match suivant comment ça évolue, et Dani Ceballos et Valverde former un double pivot qui fonctionne très bien, surtout à la relance, dans la construction du jeu, l'apport en tout cas aussi à la récup, et pour moi ça pourrait être une composition cohérente, et après éventuellement si on gagne beaucoup, bah, Camavinga qui remonterait en 6, et pourquoi pas faire entrer Fran Garcia derrière ou Ferland Mendy, soit pour verrouiller, soit pour essayer d'apporter encore plus de qualité offensive. À voir. En tout cas, je pense que ce match-là se terminera par un 3-1 pour le Real Madrid. Je pense qu'on va un peu se dormir dessus en cette nouvelle année, qu'on prendra peut-être un petit but dans le match. Alors j'espère que ce ne sera pas l'ouverture du score évidemment, mais pour moi je pense que le Real doit se venger de ce qui s'est passé l'an dernier, doit absolument prendre le large sur le Barça, profiter de ce match en retard et de la méforme en tout cas de la concurrence, rattraper ou pourquoi pas dépasser l'Atlético, faire un bon match pour envoyer un signal dès le début 2025 et pour bien se préparer avant la Copa et surtout la Supercoupe d'Espagne, et surtout contre une équipe contre qui on doit absolument rien laisser et qui doit finir en D2 s'il le faut. Mais voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que le Real apportera du jeu, de l'intensité, du pressing, des joueurs qui marquent, qui créent du beau jeu, qui tentent des choses et simplement qui nous régalent. Parce qu'on le mérite enfin, on le mérite. Ça suffit de faire des bons matchs et un coup moins bien, un coup bon, un coup moins bien. Là on veut du football et basta. Enfin bref, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne année, bonne santé,
que du plaisir pour vous, que du bonheur pour vous, dans le côté pro, familial, amitié et personnel. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout vendredi soir, parce que le match, oui, il est bien vendredi soir et pas samedi ou dimanche, pour le débrief à chaud, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur la chaîne, je vous laisse aller les regarder et à bientôt. Ciao les refs!